nous aspirons à la paix. Ceux qui nous ont précédés ont aspiré à la paix. Et sans doute ceux qui nous suivront aspireront également à la paix. Mais toute la question de l'humanité est bien évidemment d'identifier le meilleur moyen d'instaurer la paix. Il est vrai que nous vivons dans un univers libéral qui, depuis plus de 2 siècles, nous vend l'idée que finalement, la meilleure garantie de la paix, c'est le commerce. Eh bien, c'est cette idée que j'aimerais évaluer ou que j'aimerais interroger, à défaut de l'évaluer, au moins l'interroger aujourd'hui. Est-ce que c'est si sûr? Alors, bien évidemment, quand on regarde le commerce et l'activité commerciale, c'est-à-dire les échanges entre les hommes, eh bien, il va de soi que le commerce assure au moins l'une des conditions de la paix, c'est qu'il anéantit, ou en tous les cas, il relativise l'idée de l'étranger. Celui avec lequel on commerce, ou avec lequel on échange des matériaux, cesse par définition d'être un étranger, puisqu'on le rencontre, on le connaît, on bavarde un peu avec lui, on négocie un prix, enfin, en tous les cas, on se parle. Et pour se parler, évidemment, il faut d'abord montrer des signes de paix. Alors, on se tend la main, voilà, on se fait des signes de la main, on abaisse les armes en tous les cas. Et c'est vrai que lorsque les armes sont posées et qu'on commence à discuter pour savoir combien on va acheter ou combien on va vendre de produits, eh bien c'est vrai qu'on se parle et que cette discussion nous permet de nous connaître et de nous rencontrer. En d'autres termes, la grande puissance pacificatrice du commerce vient de cette idée qu'elle elle déshabille l'étranger de son étrangeté. Voilà. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'étranger qui est toujours plus ou moins hostile, puisqu'en réalité il est assez naturel de se méfier des gens qu'on ne connaît pas, et lorsque l'on rencontre des gens qu'on ne connaît pas, on ne sait pas par principe s'ils sont bien intentionnés ou mal intentionnés, et à ce titre-là, la prudence recommande d'estimer qu'ils sont peut-être mal intentionnés, et donc de s'en méfier un peu plus. Mais en réalité, dès qu'on commence à faire du commerce avec les gens, l'étranger perd de son hostilité. En d'autres termes, il change de statut. Il passe du statut d'étranger au statut d'homme familier, de relation, de connaissance en réalité, de gens que l'on connaît. Voilà. Alors il ne fait pas encore tout à fait partie de la famille, ce n'est pas non plus un ami, celui avec lequel on commerce n'est pas tout à fait, ne s'inscrit pas dans la sphère de l'amitié, mais en tous les cas il sort de la sphère de l'étrangeté et il s'installe dans cet entre-deux des gens avec lesquels nous sommes en relation, des connaissances comme on dit, bref des gens un peu familiers, c'est-à-dire qui sont devenus pour nous en d'autres termes, un peu prévisible. On n'est plus surpris par ce qu'ils font. On a appris à les connaître, on sait s'ils sont fiables ou pas fiables, s'ils sont honnêtes ou malhonnêtes, s'ils sont roublards ou rigoureux, enfin, on les connaît. Donc on s'attend en général à ce qu'ils vont faire et la plupart du temps d'ailleurs ils se conforment à ce que nous attendons. Donc ça c'est la grande force du commerce. Par ailleurs, il y en a une deuxième qui est tout aussi importante, c'est que lorsque nous échangeons évidemment avec des gens des produits dont nous avons grand besoin, il va de soi que tout d'un coup nous nous installons, que cela soit conscient ou inconscient, mais nous en prenons ultimement, en tout cas une impression, nous nous installons dans un échange de bons procédés, en réalité, c'est-à-dire que nous nous aidons les uns et les autres à subvenir à nos besoins. Ce qui veut dire que d'une certaine façon, celui avec lequel nous commerçons, s'il nous vend des choses évidemment de qualité, eh bien il devient par définition un soutien, quelqu'un dont nous pensons qu'il nous veut du bien, et ce n'est pas d'ailleurs tout à fait stupide de le penser. En d'autres termes, si quelqu'un que nous connaissons, voilà, qui fait partie de cette sphère de la population dont nous avons connaissance, en réalité nous l'identifions comme quelqu'un qui ne nous veut pas de mal, qui n'est donc pas hostile mais qui nous veut du bien, eh bien, a priori, nous n'avons aucune raison d'entrer en guerre avec lui. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, le commerce permet d'instaurer entre les hommes des relations de paix. Voilà, donc de ce point de vue, eh bien, il est clair que Benjamin Constant, lorsque par exemple dans son livre des anciens et des modernes, de la liberté des anciens et des modernes,
nous précisait que les anciens étaient un peu barbares, un peu violents parce qu'ils faisaient trop rapidement la guerre et que les modernes la feront beaucoup moins parce qu'ils ont compris que les échanges commerciaux allaient leur permettre de pacifier leurs relations. Eh bien, cela n'est pas tout à fait stupide et en réalité, c'est même assez pertinent, c'est ce que nous voyons. Et quand on regarde l'histoire de l'Europe, moi c'est vrai que l'Europe, à partir du moment où elle a essayé de faire un marché commun et d'établir un marché commun, c'est joli comme définition et comme appellation, hein. Un marché, c'est le lieu où l'on va acheter des produits pour pouvoir cuisiner chez soi, pour pouvoir se nourrir et satisfaire ses besoins. Eh bien, l'idée d'un marché commun est quand même l'idée d'une communauté humaine. Il y a toujours une communauté humaine qui se constitue autour d'un marché et c'est vrai que nous n'avons pas nécessairement envie de faire la guerre à des commerçants qui viennent en réalité gentiment sur un marché nous permettre d'acquérir ce dont nous avons besoin. Donc de ce point de vue-là, le commerce, c'est vrai, a un rôle très pacificateur et on peut penser à tout ce qu'on veut à travers l'histoire. C'est vrai que les populations et les peuples qui ne se fréquentaient pas, qui s'ignoraient, qui se méfiaient les uns des autres et qui ont appris à se connaître et à s'apprécier à travers les échanges commerciaux, eh bien il est clair que ces peuples-là sont beaucoup moins enclins à se faire la guerre que les autres. Toutefois, n'allons pas trop vite, ne déduisons pas trop vite que le commerce soit la meilleure garantie de la paix. Parce que malgré tout, le commerce induit aussi une concurrence entre les commerçants. Le commerce induit aussi un désir d'enrichissement. C'est assez naturel quand on fait des affaires et qu'elles sont florissantes. Eh bien, la concurrence vous impose toujours d'être le premier. Chacun cherche à devenir le leader sur son marché, comme on dit. Et à partir de ce moment-là, il est clair que commence à s'instituer une guerre commerciale. Alors cette guerre commerciale, elle est par définition pacifique, et Benjamin Constant nous le rappelle, hein, vaut mieux se faire la guerre sur un marché que se faire la guerre sur un champ de bataille. Et la guerre commerciale, c'est-à-dire la compétition et la concurrence finalement entre des producteurs, n'est au départ, en tous les cas sur le papier, pas tellement meurtrière. Sauf que, malgré tout, eh bien, le désir d'étendre toujours perpétuellement son marché, le désir de trouver toujours de nouveaux clients et donc toujours de nouvelles ressources, le désir d'être toujours le premier, le leader sur son marché, d'être le plus riche, eh bien, ça peut aussi conduire les hommes à un certain nombre de choses qui ne sont pas tout à fait pacificatrices. J'en veux pour preuve quelque chose qui est tout assez simple dans l'histoire, c'est tout le phénomène de la colonisation. L'Empire britannique s'est constitué par colonisation, la France a suivi le mouvement, l'Allemagne également. Il va donc sans dire que pour acquérir toujours plus de ressources, avoir toujours plus de choses à vendre, pour être toujours de plus en plus riches, eh bien, les libéraux, en devenant progressivement des capitalistes, n'ont pas manqué d'aller chercher les ressources dont ils avaient besoin à l'étranger. Alors évidemment, ils ont, comme Jules Ferry nous le rappelle, ils ont dissimulé cette avidité derrière de bonnes intentions, se rappelle Jules Ferry prétextant au Parlement, à l'Assemblée nationale, pour voulant relancer la France dans l'aventure coloniale, prétendre que les peuples les plus civilisés avaient un devoir de civilisation envers les peuples les moins civilisés. Évidemment, nous pouvions croire, fut un temps, que la civilisation européenne était, par son avancée technologique, sa science, sa connaissance, et dans la droite ligne du mouvement des Lumières, bien plus avancée que les autres, et donc nous pouvions à ce moment-là prétendre que nous portions la culture et la science aux autres peuples et qu'il y avait là de notre part une générosité. Mais en même temps, il ne faut pas être trop naïf. Les mouvements coloniaux et les entreprises coloniales ont pour la plupart été non pas des grandes missions humanitaires ou civilisatrices, mais bien plutôt des missions de pillage des ressources dont nous avions besoin. En réalité, le commerce nous a donc conduit, non pas à nous pacifier avec les peuples que nous avons colonisés,
mais bien au contraire à enclencher avec ces peuples-là des relations d'hostilité. C'est-à-dire les relations d'hostilité sont réapparues dans le cœur même de l'activité commerciale, ce qui est paradoxal puisque nous avions dit tout à l'heure que le commerce permettait en réalité de déshabiller l'étranger de son hostilité pour en faire une connaissance avec laquelle nous pouvions parler. Et tout d'un coup, ben voilà, dans le cœur même de l'activité commerciale, dans le mouvement même de l'expansion commerciale, ressurgit l'idée de l'hostilité, hostilité envers les peuples que nous avons colonisés ou que les plus riches colonisent, et si eux ne s'en rendent pas compte parce qu'ils dissimulent cela sous une mission civilisatrice, en tous les cas, il est clair que les peuples avec lesquels nous avons échangé notre culture ou avec lesquels nous avons tenté de transmettre notre culture et notre avancée technologique, eh bien nous avons, enfin les colonisateurs ont immanquablement déclenché une hostilité chez ces peuples-là, puisque de toute façon, ces peuples se retrouvaient privés de leur droit à l'autodétermination, c'est-à-dire à leur souveraineté et à leur liberté. Il y a donc dans le commerce lui-même quelque chose qui est à la fois pacificateur, certes, mais en même temps quelque chose qui est plutôt conquérant. Et derrière cette conquête ou cette dimension conquérante, eh bien, réapparaît la dimension de la guerre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est bien évidemment aussi que malgré tout, le commerce, lorsqu'il s'étend au commerce des armes, eh bien, a sans doute besoin parfois de déclencher lui-même des guerres, parce qu'il faut bien écouler des armes, ou il faut bien faire comprendre aux différents peuples, qu'ils soient partenaires ou pas d'ailleurs, eh bien qu'il leur faut acheter des armes, qu'il leur faut se préparer à une éventuelle guerre en s'équipant en armement. Et donc on voit bien que le commerce, quand il s'agit seulement d'échanger ou d'acheter de quoi satisfaire nos besoins, il est sans doute très positif et très pacificateur, mais quand il s'agit d'acquérir les moyens de dominer le camp voisin, eh bien dans ces cas-là, il devient beaucoup moins facteur de paix, et je crois qu'on pourrait même dire que d'une certaine façon, le commerce prépare à la guerre. Le commerce a besoin d'une certaine façon de la guerre parce que, on le voit, le marché de l'armement est un marché extrêmement rentable et le capitalisme a vu depuis longtemps le bénéfice qu'il pouvait retirer du commerce des armes. J'en veux pour preuve les contrats mirobolants dernièrement que l'Australie devait passer avec la France pour lui commander des sous-marins, marché qui nous est évidemment passé sous le nez, puisque les Américains s'en sont emparés. Mais ils s'en sont emparés précisément parce que ce marché était extrêmement juteux. Voilà. Et donc, je crois qu'il y a malgré tout dans le commerce, il ne faut pas être naïf, quelque chose qui réenclenche une nouvelle forme d'hostilité. Alors, ce n'est pas la même, ce n'est pas l'hostilité de l'étranger, mais c'est malgré tout l'hostilité de l'avidité. Et je ne suis pas certain que cette deuxième forme d'hostilité soit meilleure, ou en tous les cas moins dangereuse et moins violente que la première. Voilà, donc ne soyons pas naïfs, l'hostilité réapparaît au cœur même du libéralisme. Il ne faut donc pas trop compter sur le libéralisme en réalité pour assurer la paix sur notre terre. Il y a sans doute mieux à faire que de faire du commerce. Alors, la première chose qu'il faudrait faire, parce que malgré tout, il ne serait pas non plus très intelligent et très prudent de se priver radicalement du commerce, mais en tous les cas, il faut essayer de faire en sorte que le commerce ne bascule pas dans son hubris, c'est-à-dire dans sa démesure. Fondamentalement, le problème de l'activité commerciale, ça n'est pas l'activité commerciale en elle-même qui peut avoir de très bons côtés. Le problème de l'activité commerciale, c'est bien plutôt, il surgit lorsque cette activité commerciale ne rencontre pas de limites. En d'autres termes, si nous voulons que le commerce ne récolter plutôt que les fruits heureux et joyeux du commerce et nous protéger, nous préserver de ces fruits amers et de ces fruits dangereux, eh bien je crois qu'il faut accepter l'idée que l'activité commerciale doit trouver une limite. En d'autres termes, ce que nous sommes en train de vivre est sans doute non pas un accident de l'histoire
peut-être pas le retour du tragique de l'histoire, il est encore un peu trop tôt pour le dire, mais en tous les cas, ce qui semble à peu près sûr, c'est que ce à quoi nous assistons, c'est à une conséquence inéluctable d'un monde et d'une humanité qui refusent la limite. Finalement, on pourrait répondre à Benjamin Constant que la sagesse des antiques par rapport à celle des modernes est que les antiques ne doutaient pas une seule seconde qu'à toute activité, il fallait poser une limite. Qu'en réalité, ce qui était limité, ce qui était fini, était sans doute plus propre à l'humanité que ce qui était sans limite. L'illimité, le sans limite, le démesuré, ça n'est pas très bon pour l'humanité parce que l'humanité y perd dans ce cas-là un certain sens de la mesure. Et il est clair que sans mesure, eh bien, nous avons du mal à rester en paix, nous avons du mal à ne pas sombrer dans la plus grande violence. Voilà pourquoi il me semble que le plus fructueux serait au contraire de fixer des limites à l'activité commerciale. Fixer une limite, évidemment, ça va me faire employer un mot qui n'est pas tellement à la mode, un mot dont on n'aime plus tellement entendre parler. Mais en réalité, fixer une limite, c'est dessiner une frontière. C'est-à-dire dire, par exemple, jusque-là, l'activité commerciale est acceptable, au-delà, non. Alors, on peut fixer cette limite, évidemment, de bien des façons différentes. On peut dire, tant que l'on vend des produits de première nécessité ou des produits qui assurent et qui permettent à chacun d'assurer le mieux possible son existence et sa survie ou la satisfaction de ses besoins, voilà, ça c'est bon. En revanche, dès que le commerce veut franchir cette limite de la satisfaction des besoins pour entrer dans celle de la conquête ou dans celle du désir de domination, à ce moment-là, il y a une limite. Et cette limite ne doit pas être franchie. En d'autres termes, peut-être que le pape François, en l'occurrence, mais il n'est pas le seul à le dire, mais c'est le dernier à l'avoir dit, je crois, a peut-être raison lorsqu'il demande et qu'il réclame que soit stoppé le commerce des armes. Voilà ce que c'est que de fixer une limite. Voilà ce que c'est que de dessiner une frontière au commerce. Alors évidemment, les commerçants eux-mêmes, c'est-à-dire les grandes entreprises et leurs actionnaires ne sont pas tellement favorables à ce qu'une limite et une frontière soient imposées à l'activité commerciale, parce que évidemment, une limite, ça veut dire moins d'argent, ça veut dire moins de marché, ça veut dire moins de rentabilité, ça veut dire moins de profit. Mais en même temps, il faut quand même regarder l'histoire, et l'histoire la plus récente, celle dans laquelle nous entrons, comme une leçon et comme un avertissement. Peut-être que, en réalité, notre humanité et notre histoire, notamment avec l'effondrement du bloc de l'Est, c'est-à-dire depuis 1991, hein, l'abolition finalement du régime soviétique et de l'Union soviétique, eh bien peut-être que c'est cela qui fixait avant une frontière au libéralisme qui est rapidement devenu un capitalisme. Et peut-être que dans ce face-à-face de deux idéologies, eh bien les gens faisaient, enfin chaque côté faisait un peu attention, parce que d'une certaine façon, nous sommes toujours un peu limités, nous sommes toujours un peu en veille lorsque nous avons en face de nous une opposition ou une adversité. Il est clair que l'effondrement du bloc soviétique a complètement fait perdre la tête au libéralisme qui est lui-même tombé dans ses excès en s'imaginant que de toute façon, à partir du moment où la guerre froide était terminée et où l'URSS était tombée, eh bien, le libéralisme, c'est-à-dire le capitalisme mondial, allait pouvoir précisément se mondialiser et ne plus connaître de limites. Eh bien, je crois que ça a été sans doute là une erreur et qu'en réalité, nous payons maintenant les conséquences de cette erreur parce qu'il n'est pas bon et il n'est pas favorable à la paix que l'homme refuse par principe les limites dans lesquelles il sait garder la mesure des choses. Eh bien, nous avons perdu le sens de cette limite, nous avons perdu le sens du cercle qui était chez les Grecs une figure limitée, mais la figure même de la perfection. Voilà, nous nous sommes lancés dans une aventure sans limite, dans une aventure démesurée, où nous n'entrevoyons pas la fin, où nous n'entrevoyons même pas même plus de sens d'ailleurs,
sinon un pur sens quantitatif du toujours plus, ce qui évidemment ça ne peut pas être favorable à la paix. Il nous faut donc retrouver le sens de la limite. Alors évidemment, on ne peut pas trop peut-être attendre que ce sens de la limite surgisse comme ça du sommet de l'État. Mais je crois qu'en réalité, cette idée de la limite, cette idée de reposer des frontières, eh bien, c'est à chacun de commencer à les reposer dans sa vie. Parce que les solutions ne tomberont pas du sommet de l'État. Mais si les peuples et les différents peuples de la planète, et notamment de l'Europe, reprennent conscience qu'en réalité, la démesure n'est pas bonne et qu'il faut retrouver le sens de la limite et retrouver le sens des frontières, alors je crois que malgré tout, dans des démocraties où les gouvernements sont un peu obligés de suivre les opinions publiques, eh bien, si se répand majoritairement dans l'opinion publique l'idée qu'il faut reposer des limites aux choses, reposer des limites à l'activité commerciale, reposer des limites au désir d'enrichissement, eh bien, je crois qu'à ce moment-là, les gouvernements finiront par suivre cette belle idée populaire, cette sagesse populaire. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas tellement d'autres alternatives au regard du monde dans lequel nous entrons que de retrouver non seulement l'idée, mais la pratique, c'est-à-dire la volonté de reposer des limites aux choses, de reposer des limites à notre avidité, à notre soif de domination. Et à partir de ce moment-là, peut-être, pourrons-nous entrevoir un chemin de paix.